parler sur le ville de Lazare et le grand siècle de la Hanse, déterminé dans un Companion of the Hanseatic League paru en 2015 entre 1350 et 1475, mais sans doute on peut discuter tout ça. Donc, qu'est-ce que je propose dans le temps qui m'est attribué? Je propose de parler donc sur la ville de Kamp, uniquement parce que je n'ai pas le temps d'aller parler sur toutes les villes hanséatiques néerlandaises, et j'insiste qu'il y a une très riche historiographie néerlandaise sur la question, et ceux qui se demandent pourquoi, il ne faut pas oublier que la langue ou la lingua franca de la Hanse, c'est bien le moyen pas allemand, et ça vient du néerlandais, en tout cas indiqué aussi, mais je pense que le néerlandais actuel est plus proche du moyen pas allemand que le haut allemand actuel. Donc, Hanse Hotel, Lufthansa, Hansaplast, qui n'a pas entendu parler de la Hanse, ne serait-ce que dans ces noms de marque. Et qu'est-ce que c'est la Hanse? Différents historiens ont donné des définitions différentes. Ils s'accordent généralement sur ce que la Hanse n'était pas. La Hanse n'était pas une alliance avec un acte fondateur. Elle n'était pas non plus un État, malgré sa prétention au pouvoir et ses actions militaires. Elle n'était même pas une ligue de villes, du moins pas une alliance active permanente d'un nombre fixe de villes. La Hanse était avant tout un réseau informel de marchands, actif autour des mers Baltiques et du Nord à la fin du Moyen Âge. Au fil du temps, la Hanse a acquis un caractère plus formel. La seule institution importante de la Hanse, ce qu'on appelle la Hansetag, ou journée hanséatique, une réunion au cours de laquelle les délégués des différentes villes hanséatiques se rencontraient pour discuter des questions communes. Et la ville de Lübeck accueillait souvent ces journées hanséatiques. Cette ville située à l'embouchure de la Trave a également défendu très tôt les intérêts des marchands hanséatiques communs. Les sources parlent toujours, comme c'est bien expliqué dans la thèse de Tobias, marchand commun. Il serait exagéré de considérer Lübeck comme une sorte de capitale de la Hanse, mais il est certain que dans les premières années, la ville occupait une position de premier plan en tant que porte-parole de la Hanse dans le domaine de la diplomatie commerciale. Au XIIIe siècle, Kampen et Zwolle ont appelé Lübeck le chef et le premier d'entre nous, soulignant ainsi la place centrale de Lübeck dans le circuit délibératif du marchand commun. Le réseau commercial a connu son apogée entre le milieu du XIVe siècle, lorsque les premières journées hanséatiques ont eu lieu, et environ 1475, période qui a été qualifiée, comme j'ai déjà mentionné, comme le grand siècle de la Hanse. La Hanse est souvent donc considérée comme un réseau de marchands et de villes allemandes, mais d'autres pays, dont les Pays-Bas, comptent également plusieurs villes hanséatiques qui se présentent encore aujourd'hui comme telles, souvent pour soutenir le tourisme, comme on a pu entendre ce matin. La ville hanséatique néerlandaise était connue sous le nom de ville de la Zuiderzee dans les sources de l'époque. Elle formait un groupe informel au sein du réseau hanséatique, et au fil du temps, la composition du groupe de villes de la Zuiderzee a changé. Les villes hanséatiques néerlandaises les plus connues se trouvent en Overijssel et en Gelre. Et au Moyen-Âge, Overijssel était connu comme le Oversticht, qui, comme le Sticht ou Utrecht, relevait de l'autorité de l'évêque d'Utrecht. Et dans cette communication, je ferai seulement quelques grandes lignes et je me concentrerai sur surtout l'importance des villes de la Zuiderzee dans le cadre des journées hanséatiques, des Hansetage. Deuxièmement, le rôle surtout de Kampen dans l'équipement des bateaux de guerre, et ses résultats de bateaux de paix, et finalement peut-être on va passer au dernier aspect de ma communication, la
les changements au XVe siècle et quel est le rôle des villes de la Jersey dans la Hanse, donc à la fin du Moyen-Âge. Donc, pour passer d'abord aux dynamiques de la collaboration des marchands et des villes hanséatiques, on peut, dans l'historiographie allemande traditionnelle, on parle de la transition de la Hanse des marchands vers la Hanse des villes. Aujourd'hui, c'est considéré démodé, mais on peut parler encore de ça, même s'il n'y a pas une rupture claire entre ces deux phases, disons moins formelles d'une part et peut-être plus formelles d'autre part. Une autre institution, si on peut le dire ainsi, ce sont les soi-disant contorses de la Hanse, c'est-à-dire les établissements permanents, disons, aux abords du grand réseau de la Hanse, c'est-à-dire Novgorod à l'est, bien sûr, le Steinhof à Londres à l'ouest et Bruges aussi à l'ouest, et naturellement le comptoir de Bergen en Norvège au nord. Ainsi dit, au centre géographique du réseau de la Hanse, il y avait les foires de Scanie sur le point extrême sud-est de la Suède actuelle, à l'époque danoise. Et c'est là, comme il y avait toutes les années les harengs qui arrivaient, une importante pêche s'est développée, une pêche au hareng, et ça faisait attirer plusieurs centaines, peut-être des milliers de marchands des différentes villes hanséatiques qui se regroupaient là-bas pour acheter la pêche et pour, au fur et à mesure du temps, aussi vendre et acheter et vendre d'autres produits. Alors, j'avais dit de dire quelque chose aussi sur la représentation des villes de la Jersey dans les Hansetage. On peut dire que les villes de la Jersey participaient de manière importante, c'est d'ailleurs la recherche de Volker Henke l'a montré, sur les 112 journées hanséatiques organisées entre 1367 et 1507, les villes hanséatiques néerlandaises ont participé à 57 de ces réunions, donc plus ou moins la moitié, juste pour comparer avec les villes de l'Estphalie qui n'ont participé qu'à 27 journées hanséatiques. Donc, ça serait faux de penser que les villes de la Jersey sont un peu à l'écart de la Hanse. Ils font pleinement partie de tous les aspects de la Hanse, et on peut en parler plus, mais je dirais, le fait que peut-être ces villes de la Jersey ont été considérées un peu à l'écart, c'est peut-être plutôt dû aux traditions nationales d'historiographie en Allemagne et aux Pays-Bas qu'à d'autres choses. Ça, c'est sans doute à discuter. Continuons donc maintenant avec les établissements, d'abord saisonniers, des villes marchandes hanséatiques à Scanie qui se développaient à de vraies villes miniatures des villes d'origine hanséate. Et j'insiste que sur les 30 établissements temporaires devenus permanents qui se sont développés au phare de Scanie, la moitié était représentée, en tout cas dans la seconde moitié du XIVe siècle, par les villes de la Jersey qui étaient à de grandes distances dans le contexte de la Hanse, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui explique leur nécessité d'avoir des colonies, si je peux le dire ainsi, de marchands présents sur le presqu'île de Falsterbo, Scanners, qu'on voit ici par vue aérienne. Voilà la représentation de la pêche au hareng par rapport à au XVIe siècle, et on voit bien ici la situation du presqu'île de Scanie, dont on a peur d'ailleurs que ça va à nouveau disparaître de la mer, mais ça c'est bien sûr le thème de notre colloque. Durant plusieurs années, j'ai fait des recherches avec mes étudiants à partir du concept du microcosme de la Hanse, parce que je crois que le phare de Scania, bien sûr,
le point de départ était toujours le grand livre de Carsteniak, La Silva d'Estella, celle de l'argent de la mer. Et en fait, je pense que tous les éléments de la Hanse, on les trouve concentrés sur ce tout petit presqu'île de 50 km². Et on a voulu reconstruire la composition plus ou moins de la situation des différentes fêtes d'établissements colonies des villes hanséatiques qui étaient concentrées autour des deux villes de Falsterbo et de Skanör. Et il faut souligner que les villes de la Zuiderzee avaient surtout leur fêtes, leur colonie autour de Skanör. Et on voit ici un plan détaillé. Et disons, la vie hanséatique de la Zuiderzee, déterminant dans le développement de ces différents établissements de la Zuiderzee, c'était bien la ville de Kampen. Et la manière pour bien expliquer cela, c'est qu'au moment que la ville d'Amsterdam a reçu un propre fête ou colonie marchande, les droits de la ville d'Amsterdam étaient bien recopiés du texte des privilèges de la ville de Kampen, reçu de la part du roi danois, le souverain local, et le fait qu'on a copié donc les privilèges donnés par le roi de Danemark à Kampen, on les a recopiés pour la ville d'Amsterdam et d'ailleurs pour d'autres villes aussi, ça montre que c'était bien la ville à l'est de la Zuiderzee qui était déterminante dans l'ensemble des villes de la Zuiderzee. On pense toujours aux Pays-Bas que tout commence en Hollande, ce n'est pas vrai. Tout se passait plusieurs siècles avant, déjà en Flandre, à Bruges par exemple, mais aussi dans l'est des Pays-Bas, dans des villes comme Kampen, Deventer, Zutphen et Doesburg. Mais comme j'ai déjà dit avant, je me limiterai ici à Kampen. Et ces marchands, ces communautés marchandes étaient chacun représenté par un soi-disant voogd dont les responsabilités étaient comparables avec celui d'un consul, non pas dans le sens traité par l'intervenant précédent, mais un consul représentant d'une communauté de marchands. Et à travers le temps, ce voogd, ce consul, était de plus en plus un représentant de la ville mère, ou si vous voulez, la ville métropolitaine. J'insiste d'ailleurs sur les formes institutionnelles, juridiques même, de ces colonies marchandes au Grand Moyen-Âge, d'une part, et les colonies outre-mer à l'époque moderne, d'autre part, c'est-à-dire les factoreries au XVIIe et même au XVIIIe siècle. Passons maintenant de la Scanie. Je vais d'ailleurs dire que qui était la première colonie marchande à disparaître au début du XVe siècle parmi les villes de la Zuiderzee, ça ne va pas vous surprendre. C'est au moment que les Hollandais et les Zélandais, suivant toujours l'exemple flamand, ont commencé à pêcher le hareng eux-mêmes devant les côtes écossaises et anglaises, que petit à petit, les villes de la Zuiderzee en Hollande et Zélande n'ont plus vu l'intérêt de se présenter au marché, aux foires de Scanie, parce qu'ils ont pu faire leur propre pêche, et par conséquent, ce sont d'abord les fêtes, les colonies des villes hollandaises et zélandaises qui se sont retirées de Scanie, mais les villes à l'est de la Zuiderzee restent représentées là-bas. Passons maintenant au deuxième volet de la communication, celle de navires de guerre. La Ligue hanséatique, où la Hanse a souvent été présentée comme un club pacifique de marchands et de villes dont le seul but était de faire du commerce. Cette image, vous le savez bien, si vous lisez les journaux sur les grands capitales du XXe siècle, cette image est trop optimiste. Au Moyen-Âge, le commerce et la violence allaient de pair.
ils étaient le prolongement l'un de l'autre. Si quelque chose ne va pas, on peut toujours essayer de l'imposer par la violence. Et aussi, les villes hanséatiques n'hésitaient pas à recourir à des moyens militaires lorsque leurs propres intérêts ont été en jeu. On le voit bien ici sur l'image du sceau de la ville Stralsund, qui y avait des châteaux mis sur les deux côtés de ce navire qui s'appelle, je pense en français, je ne suis pas sûr, Kogel, en tout cas en néerlandais, Kog, je ne sais pas. En tout cas, il y avait la volonté, si nécessaire, toujours d'utiliser la violence. Et bien sûr, l'exemple la plus célèbre de l'intervention militaire de la Hanse a eu lieu dans les années 1360 en réaction aux conquêtes du roi danois Waldemar IV et à sa tentative de réduire les privilèges hanséatiques. Et c'est donc à ce moment-là que plusieurs villes hanséatiques se sont construites une confédération qui s'appelle de Pologne et qui a décidé d'équiper une flotte de guerre contre le roi danois. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que sur la totalité de 21 Koch, il y avait 4 des villes de la Zuiderzee, dont les villes zélandaises en équipaient 2, avec un total de 200 hommes. Kampen, la ville de Kampen, un seul avec 150 hommes, et les autres villes de la Zuiderzee ensemble, Dordrecht, Amsterdam, Staveren et Harderwijk, un seul avec 100 hommes. Et ces proportions sont révélatrices des intérêts des villes de la Zuiderzee dans la région de la Baltique. Kampen à elle seule, avec un coq et un tiers d'hommes en plus, apportait une contribution plus importante que Dordrecht, Amsterdam, Staveren et Harderwijk réunis. Pourtant, la ville de l'Est n'a pas toujours été disposée à participer à des actions dans le cadre de la Hanse. Elle le faisait bien sûr seulement quand ses intérêts étaient en jeu. Et ça, ce n'était pas une exception. Je crois que toutes les villes hanséatiques participaient uniquement aux réunions et aux flottes de guerre quand c'était dans leurs propres intérêts. Donc, pour montrer que les habitants et les commerçants de Kampen n'étaient pas seulement des commerçants qui adoraient la paix, au voyage de la coque de Kampen vers la Baltique pour joindre les escales bandois, les villes bandes, avant d'y arriver là où il fallait être, le coque de Kampen a attaqué non pas moins que 15 paroisses au long de la côte de la Norvège, jusqu'à l'actuel Göteborg, même à Marstrand, ils ont incendié la forteresse, le monastère et l'église, et c'était tellement grave que même l'auteur des annales islandaises a mentionné les habitants, ceux de Kampen, distingués de ceux de la Hanse, des Allemands de la Hanse, ce qui a été interprété par certains historiens pour montrer que Kampen ne serait pas membre de la Hanse. En fait, je dirais que cette mention distincte est due à la violence utilisée par ceux de Kampen contre les Norvégiens. Et voilà, je vais vous parler aujourd'hui en Norvège, mais heureusement, je suis ici, donc ça va. Mais ensuite, en 1370, parce que je dois faire bref, la paix de Stralsund est conclue. Et je voudrais seulement mentionner, parce que je n'ai pas vraiment le temps d'aller approfondément dans la suite de cet aspect sur l'équipement des navires de guerre. À côté de l'équipement des navires de guerre, les soi-disant navires de paix étaient équipés dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Alors, je ne vais pas maintenant lancer le débat sur la criminalisation de la piraterie, sur laquelle j'ai écrit moi-même, mais aussi, bien sûr, il y a le joli livre de Pierre Brétou et les études, il faut lire les annales pour ça aussi, de Philippe Heun. Et dans le cadre
de la distinction entre la violence légale appliquée bien sûr par la Hanse d'une part et la violence illégale appelée piraterie, la Hanse a commencé à équiper des soi-disant navires de paix qui devaient bien sûr convoyer, protéger le commerce en paix contre ces soi-disant pirates. Vous comprenez bien que déjà cette indication, Frege et le navire de la paix, c'est bien, ça montre bien que la Hanse comprenait, comme aujourd'hui les Nations Unies, l'importance de la propagande. On parle toujours au sein des Nations Unies des missions de paix. En tout cas, si vous avez vu les événements récents, parce que souvent on peut se demander quel était le rôle des Nations Unies. En tout cas, la Hanse, il faut le souligner, n'a pas hésité à recourir à la force pour sécuriser et aussi pour promouvoir, j'insiste bien, promouvoir les activités commerciales 2 siècles avant la fameuse Compagnie des Indes orientales néerlandaises a fait la même chose en Indonésie. Passons maintenant donc à la fin de cet âge d'or. J'ai toujours l'âge d'or, il y a toujours deux côtés, le côté or, le côté noir. Et donc, ça, je passe au dernier volet de ma communication sur le XVe siècle, qui a apporté des changements à la nature dynamique et verte de la Hanse. Et en fait, on voit, j'ai publié des images, mais voilà, donc, même à Camden, on aime bien s'identifier avec le navire, on a reconstruit Koche, mais c'est donc à revoir. En tout cas, le XVe siècle se caractérise par une formalisation de la Hanse au moment que le dynamisme commercial décline ou baisse. Et on pourrait en discuter, mais je crois que toute l'histoire de la Hanse, c'est ce paradoxe entre un dynamisme important au début, ou même avant la Hanse, ce qu'on peut lire dans le livre de Tobias, et à travers le temps, on voit une institutionnalisation et une domination du dynamisme. On voit la même chose dans le film de la Zuiderzee, même comme se sent apparemment pas tellement sûr au XVe siècle, et elle demande une soi-disant rentrée dans la Hanse après avoir été absent pendant un demi-siècle aux journées hanséatiques. En tout cas, je m'excuse déjà d'abord pour l'image hollando-centrique de ce plan. C'est un plan, c'est très rare aux Pays-Bas qu'on puisse trouver les moyens de faire des plans. Il y a 20 ans, j'ai contribué un chapitre sur l'intégration de la Hollande proprement dite dans les Pays-Bas bourguignons. On voit ici à gauche la situation de 1433, au moment que Philippe le Bon a conquis, je dirais, la Hollande, et bien sûr, un siècle plus tard, après la conquête de Charles Quint, les provinces orientales. D'ailleurs, c'est très peu connu dans l'historiographie néerlandaise, parce que ça, c'est la préhistoire de la naissance des Pays-Bas de Guillaume d'Orange. Donc, j'insiste sur ce plan, parce qu'on voit donc qu'au XVIe siècle, les différentes provinces à l'est, dont Overijssel, sont intégrées dans les Pays-Bas, à l'époque donc de Charles Quint, les Pays-Bas habsbourgeois. Et qu'est-ce qui se passe avant que les villes de la Zuiderzee, ou dans ce cas, les villes de Camden et Deventer, reconnaissent Charles Quint comme souverain? Charles Quint doit promettre de respecter les privilèges de la ville, inclus les privilèges hanséatiques de ces villes. Et même ensuite, les villes à Overijssel jouent la double carte quand c'est dans leur intérêt. Ils soutiennent Charles Quint, mais quand ce n'est pas dans leurs intérêts, ils disent qu'ils sont membres de la Hanse. Et donc, même au moment que la Hanse est en pleine décadence, les villes de Camden et Deventer continuent à profiter du fait qu'ils font partie de la Hanse.
Alors, pour conclure, dans l'ensemble, les villes hanséatiques d'Overijssel ont participé pleinement à l'âge d'or de la Hanse. Les périodes florissantes de Kampen et de Deventer, que je n'ai pas pu traiter, ont coïncidé avec cet âge d'or. La ville d'Overijssel et leurs marchands participaient déjà à l'obtention de privilèges dans la région de la Baltique bien avant la première journée hanséatique au milieu du XIVe siècle. Les marchands de Kampen, Deventer et Zwolle faisaient partie du marchand commun, ce qui signifiait qu'ils appartenaient au groupe d'intérêt capable d'obtenir des privilèges commerciaux auprès des princes locaux autour de la Baltique et la mer du Nord. De l'organisation des Hansetage, la ville d'Overijssel, en tant que ville de la Zuiderzee, qui comprenait donc au début également les villes de Gueldre, Frise et Hollande et Zélande, y ont participé pleinement. Les consultations pacifiques sur les décisions à prendre en commun et les négociations difficiles sur la résolution des conflits entre les villes hanséatiques et leurs habitants marchands alternaient. La prospérité de la Hanse ne se reflète pas seulement dans la réunion du réseau commercial. Les phares annuels de Scanie au XVIe siècle, représentant les communautés marchandes, XIVe siècle, représentaient des communautés marchandes dotées de droits propres qui s'installaient dans ce qu'on appelait les fêtes, qui des établissements saisonniers devinrent des villes miniatures admises de bon ou de mauvais gré par le roi danois. Le fait que la ville de la Zuiderzee est peuplée pas moins de la moitié de la trentaine de fêtes confirme le rôle de premier plan à l'apogée de la pêche et du commerce du hareng à Scanie. Parmi les villes de la Zuiderzee représentées à Scanie, Kampen a donné le ton à Amsterdam. Les droits de la fête d'Amsterdam ont été littéralement repris à la fête de Kampen. Pour la ville de la Zuiderzee, l'apogée de la présence à Scanie était déjà déterminée au début du XVe siècle, lorsque les Hollandais et Zélandais commencent à pêcher leur propre hareng et ne se rendirent plus à Scanie. Le rôle pionnier de Kampen parmi les villes de la Zuiderzee est surtout remarquable dans l'équipement de la ville de guerre et de paix dans le cadre de la Hanse. L'utilisation de la ville de guerre par la Hanse, tant dans la guerre contre Valdemar IV que dans la lutte contre les pirates, est un caractéristique de l'âge d'or hanséatique. À cet égard, le réseau commercial n'avait rien à envier aux républiques médiévales de Gênes et de Venise en Méditerranée, ni à la future République des Provinces-Unies. Aucune d'entre elles n'a hésité à recourir à la force pour protéger son propre commerce et pour conquérir des marchés. Le pillage et la destruction en faisant partie intégrante. Les Kampenois, les habitants de Kampen, en ont donné un exemple particulier lorsqu'ils sont descendus le long de la côte, sud de la Norvège jusqu'au détroit de la Sound en 1368 pour contrôler cette voie d'eau stratégique entre la mer du Nord et la mer Baltique dans le cadre de la Hanse. Pour les habitants de Kampen aussi, le but justifiait les moyens, le commerce, la violence et le profit allaient de pair. Ce n'est qu'au cours du XVe siècle que les villes de Overijssel ont baissé d'un ton. Vers 1400, Kampen était au sommet de sa puissance économique et politique, ce qui explique peut-être pourquoi la ville sur le fleuve IJssel n'a pas jugé nécessaire de participer aux journées hanséatiques entre 1407 et 1441. Deventer connaît son plus grand essor vers 1550. Les problèmes commencent dans la seconde moitié du XVe siècle, lorsque le centre de gravité des activités commerciales sur le Zuiderzee se déplace vers la rive hollandaise. Il est significatif que Kampen, qui avait maintenu le balisage des routes maritimes sur le Zuiderzee, à moins à partir du XVe siècle, y a renoncé en 1527 et a transféré ce droit à Amsterdam, moyennant bien sûr du paiement. Alors que la Hollande et la Zélande avaient entre-temps été intégrées aux Pays-Bas pour l'Union habsbourgeoise, comme vous voyez sur la carte,
et que le duc Charles le Téméraire s'était emparé de Galles, la ville d'Overijssel continuèrent à se réfugier dans la Hanse, qui se formalisait de plus en plus et qui avait entre-temps perdu une grande partie de son dynamisme. Kampen, Deventer et Zwolle sont conscientes que la participation à la Hanse est plus pertinente que jamais à une époque où un puissant concurrent émerge de l'autre côté de la Zuiderzee, avec lequel elle continue bien sûr d'ailleurs à commercer comme à l'accoutumée. La ville d'Overijssel, désormais en marge du réseau hanséatique, conserve leur fonction de charnière entre la Hollande et l'arrière-pays allemand. Et si vous voulez que la région d'Overijssel au XIVe siècle représente une espèce de siècle d'or, il ne s'agit pas pour Overijssel seulement d'un siècle d'or de la Hanse, car avec Geert Grote de Deventer, fondateur de la dévotion moderne, la région d'Overijssel a connu une période de floraison exceptionnelle sur plusieurs fronts. Il faut souligner dans la crise actuelle de l'enseignement aux Pays-Bas, aux anciens Pays-Bas, le niveau de l'enseignement était beaucoup plus élevé au XVe siècle à l'est du pays que dans l'ouest, et c'est en grande partie à Geert Grote et ses frères et sœurs qui l'ont suivi. Je vous remercie.